Le PIX sera-t-il affecté? Quelle est la vision de la Maison-Blanche sur ce type de moyen de paiement que nous utilisons tant ici au Brésil? Donc, l'un des outils que ces désignations offrent au gouvernement des États-Unis est de bloquer tout type de transaction avec ces groupes criminels. Maintenant, la mise en œuvre de ces désignations est de la responsabilité du département du Trésor. Maintenant, ce sera eux qui seront chargés de mener des analyses et des enquêtes. Il est impossible de parler de cas spécifiques, mais nous savons que le but et l'objectif de ces désignations est de briser les réseaux financiers illicites que ces groupes utilisent pour financer leurs opérations. Amanda, c'est excellent de t'avoir ici, tu sais. C'est pour cela que nous abordons plusieurs aspects afin que nous puissions comprendre quelle est cette règle, n'est-ce pas, qui entre en vigueur maintenant dans notre pays. Cette décision en elle-même, tu as bien précisé que c'est une décision de Trump, qu'il a cette volonté d'éliminer l'existence de ces groupes qui causent ces problèmes, qui posent déjà problème aux États-Unis dans différents États. C'est-à-dire, la décision en elle-même, c'est, juste pour mieux comprendre, une prérogative du département d'État parce que c'est eux qui offrent. Alors, Trump, voici les données. La décision vous revient-elle ou est-ce exclusivement la prérogative de Trump? C'est pour comprendre le processus menant à cette décision. Donc, dans le cadre de la loi américaine, notre législation est assez complexe, assez large et offre plusieurs outils pour protéger notre sécurité nationale. Maintenant, avec ce gouvernement du président Trump, il a été très clair dès le premier jour qu'il allait utiliser tous les outils pour lutter contre le crime organisé dans la région et pour protéger les intérêts des États-Unis. Alors, lui, en travaillant avec son équipe, le secrétaire Marco Rubio, a fait toutes les analyses et le travail nécessaire pour arriver à ces désignations qui, encore une fois, sont très claires dans notre loi américaine. Et lorsque la désignation a été publiée officiellement, c'est à ce moment-là qu'elle entre en vigueur. Maintenant, nous comprenons. En partageant ces informations pour également informer les personnes dans différents pays du monde des efforts que les États-Unis déploient pour protéger notre sécurité nationale. Qu'y a-t-il selon vous derrière cette décision de classer les organisations, les groupes criminels comme organisations terroristes? Et si cela peut provoquer des tensions diplomatiques face à la compréhension de ce qu'est le terrorisme? Le président Trump a été très clair dès le début de son mandat sur le fait qu'il utiliserait tous les outils à notre disposition pour combattre ces groupes criminels qui opèrent dans notre région et pour protéger la sécurité des États-Unis. Maintenant, les désignations du PCC et du CV font partie d'une stratégie globale que le président Trump met en œuvre dans la région. Ces deux groupes font partie des 17 groupes criminels désignés comme organisations terroristes étrangères. Le président Trump agit pour éliminer ces groupes. Lui, Jonas Maya, est également avec nous pour l'entretien. Lui, Jonas. Amanda, merci de votre participation pour clarifier ce point crucial pour le Brésil et la sécurité publique. Et lorsque cette classification est arrivée, il y a eu un doute et même une crainte concernant une possible intervention militaire des États-Unis ici au Brésil dans certaines régions. Madame, en tant que porte-parole du département d'État, pourriez-vous nous expliquer plus en détail s'il existe une telle possibilité dans certaines situations visant le PCC ou le Commando Vermelho? Ou bien cela concerne-t-il davantage le territoire nord-américain? Ou bien y a-t-il une possibilité d'intervention militaire, une action militaire des États-Unis ici au Brésil? Ces désignations de groupes comme organisations terroristes étrangères sont quelque chose de très clair dans notre législation. Elles ne prévoient aucun type d'action militaire. Maintenant, il est important de souligner les conséquences de ces désignations qui sont des restrictions de visa pour les membres de ces groupes. Il y a aussi le blocage de leurs biens ici aux États-Unis. Les désignations interdisent également aux personnes se trouvant aux États-Unis d'effectuer tout type de transactions avec ces groupes. Et cela criminalise également le fait de fournir sciemment un soutien matériel à ces groupes. Isabelle Mega.
Amanda, merci beaucoup d'être avec nous ici à CNN Brésil. Mon collègue Élie Jonas parlait des effets sur la sécurité. J'aimerais entendre de ta part quels sont les effets possibles pour le système financier. Parce que depuis qu'il y a eu cette information sur la désignation des factions comme organisations terroristes, nous avons remarqué, auprès de sources du gouvernement brésilien, une énorme préoccupation concernant les effets possibles que cela pourrait avoir sur notre système financier. Par exemple, le cas du PIX. N'est-ce pas? Il y a une inquiétude que ce système de transfert direct d'argent, qui est très utilisé par les Brésiliens, puisse d'une certaine manière être affecté. Nous sommes toujours en direct ici avec Amanda Robertson, porte-parole du département d'État des États-Unis, qui discute avec nous des changements concrets après la désignation de certaines factions brésiliennes comme terroristes. Théo Curie. Dans la coopération entre les États-Unis et le Brésil en ce qui concerne les enquêtes, car ce sont des craintes des enquêteurs qui travaillent depuis des années dans la lutte contre le crime organisé, notamment envers le Commando Vermelho et le premier commandement de la capitale, qu'il pourrait y avoir une restriction dans le partage d'informations par les États-Unis à partir de cette désignation. Je voudrais entendre de votre part quel est l'impact sur cette relation qui, depuis des années, se déroule de manière harmonieuse et coopérative entre les deux pays. Les États-Unis et le Brésil ont une coopération étendue dans le domaine de la sécurité. Nous avons plus de 9 agences fédérales du gouvernement des États-Unis qui coopèrent au Brésil avec les autorités. Et cette coopération va continuer. Il est important de se rappeler que, comme l'a dit le secrétaire Marco Rubio, nous partageons cet hémisphère, nous partageons les mêmes défis. Ces deux groupes, le PCC et l'État, n'agissent pas seulement à l'intérieur du Brésil. Leurs activités s'étendent au-delà des frontières brésiliennes dans d'autres pays. Y compris ici aux États-Unis, nous avons déjà des preuves de leurs activités dans 12 États différents ici. Donc, évidemment, la coopération est importante et va continuer. Amanda, donc, c'est juste pour mieux comprendre. Vous avez déjà, aux États-Unis, la certitude que le crime organisé brésilien est lui aussi actif, c'est bien ça, aux États-Unis? Exactement. Nous avons des preuves et nous savons que ces groupes criminels, le PCC, le CV, ainsi que d'autres cartels et grandes organisations dans l'hémisphère, opèrent aussi ici aux États-Unis. Nous avons déjà des preuves de leurs activités. Et c'est pourquoi il a été très important pour le président Trump de prendre cette mesure afin de protéger notre sécurité nationale. Élise Jonas? Amanda, une question pour que ce soit très clair pour ceux qui nous suivent. Cette classification concerne donc beaucoup plus l'action du crime organisé aux États-Unis qu'ici au Brésil. Par exemple, couper ce lien financier et l'activité sur le sol nord-américain. Il n'y a pas d'action des États-Unis ici concernant le Brésil, n'est-ce pas? Et là, j'enchaîne déjà avec une question que j'ai eue concernant la coopération internationale, parce que des membres de la police fédérale du Brésil disent que lorsque les groupes sont considérés comme terroristes par les États-Unis, l'information n'est pas partagée avec la CIA, mais plutôt avec le FBI. Ce serait plus pratique. N'y a-t-il pas une difficulté à ce sujet avec cette classification selon votre évaluation? Bien sûr, nous allons continuer à collaborer avec les autorités brésiliennes. Nous comprenons que la collaboration et la coopération sont importantes pour pouvoir faire face à ces groupes qui affectent les communautés brésiliennes et américaines également. Je tiens à souligner que ces groupes comptent parmi les plus violents du Brésil et de la région également. Ils sont responsables d'attaques brutales contre des policiers, des autorités, des civils. Donc, nous encourageons vraiment aussi le gouvernement brésilien à prendre des mesures plus strictes afin de freiner dès maintenant les activités de ces groupes. Oui, pardon, Isabelle Méga. Amanda, cette décision des États-Unis est venue juste après la visite du précandidat à la présidence de la République, le sénateur Flavio Bolsonaro, à la Maison-Blanche. Peut-on lier la décision que vous avez annoncée à cette visite? Ou est-ce une décision qui aurait été prise de toute façon par le gouvernement des États-Unis?
Donc, c'est seulement le président Trump lui-même et son équipe qui prennent ce genre de décision d'une telle ampleur pour les États-Unis. Oui, le président Trump a évidemment des réunions, des discussions avec différents dirigeants, des dirigeants politiques du monde entier, mais il a la responsabilité envers les États-Unis. Et il est très clair en voyant ces désignations qu'il utilise toutes les mesures à notre disposition pour garantir la sécurité des États-Unis. C'est sa priorité la plus élevée. Amanda, une question restée après notre discussion. Avec des enquêteurs, qu'ils soient de la police fédérale, de la police civile ou du ministère public de l'État de São Paulo, qui agissent directement dans la lutte contre le Primeiro Comando da Capital, ici dans l'État de São Paulo, mais aussi en ce qui concerne l'incidence nationale et transnationale de ce groupe, qui va déterminer si telle personne est ou non liée à une faction criminelle? Cela va-t-il venir d'une décision de justice au Brésil, d'une perception aux États-Unis? Cela a été considéré comme un vide juridique par les autorités brésiliennes. J'aimerais que vous nous expliquiez cela, si possible. Donc, le département de la justice des États-Unis est chargé de mener ces enquêtes et ces travaux. Donc, ce sont eux qui analysent les informations et qui rendent également publics ces communiqués lorsqu'ils sont prêts. Donc, voyons le travail qu'ils vont accomplir maintenant. Aussi, comme je l'ai dit, le département du Trésor joue un rôle important dans la partie financière. Donc, vraiment, ces désignations permettent aux différentes entités qui font partie du gouvernement des États-Unis de faire leur part pour contribuer à l'élimination de ces groupes qui menacent les communautés américaines. Élie Jonas? Amanda, j'ai aussi une question concernant ces deux factions criminelles du Brésil. Le département d'État des États-Unis étudie-t-il également la possibilité de classer d'autres factions du Brésil? Par exemple, le Terceiro Comando Puro, qui vient de Rio de Janeiro, principal rival du Comando Vermelho et qui utilise la religion pour attaquer ses adversaires. Y a-t-il une étude visant à étendre cette classification à d'autres groupes du Brésil, sachant que le pays compte au moins 80 factions brésiliennes? Pourquoi cela? J'ai une autre question. Pourquoi la classification ne concerne-t-elle que deux groupes et pas davantage? Nous ne commentons pas les études ou enquêtes en cours, mais ce que nous savons, c'est que dans le cadre de cette vision du président Trump de protéger les intérêts des États-Unis, nous continuerons à utiliser tous les outils et à faire tout notre possible pour assurer la sécurité des États-Unis et pour combattre ces groupes qui agissent non seulement au Brésil, mais aussi dans la région et également à l'intérieur des États-Unis. On ne peut pas exclure une future expansion vers d'autres groupes. Vous avez seulement dit ignorer s'il existe une étude sur ce sujet. Nous ne commentons pas sur toute étude qui pourrait être en cours. S'il y a une annonce, les États-Unis rendent toujours cette information publique. Nous avons parlé ici avec Amanda Robertson, porte-parole du département d'État des États-Unis, qui, lors d'une interview importante, nous a fait la gentillesse de venir ici pour répondre à nos questions. Parce qu'une décision d'une telle ampleur s'accompagne également de nombreuses interrogations. Il est important de comprendre quelles sont les limites, quels sont les effets, et certaines questions ici ont été très importantes. Alors, Donald Trump a déjà menacé, et je me souviens que j'ai aussi parlé l'année dernière du PIX, n'est-ce pas? Mais je plaisante en disant qu'il ne doit pas savoir ce qu'est le PIX, tout comme Bolsonaro ne le savait pas non plus, n'est-ce pas? Lors de la création du PIX, les journalistes sont allés le féliciter, mais il était gêné car il croyait que c'était lié à l'aviation et pensait que c'était une règle du secteur. En d'autres termes, Donald Trump ne sait pas non plus. Il l'a appris parce que Visa et Mastercard sont allés se plaindre auprès de lui, n'est-ce pas? Visa et Mastercard se sont sentis lésés parce que le PIX est assez évident. Étant une infrastructure de paiement tellement rapide et meilleure que la carte de débit elle-même, il a été largement adopté par toute la population au Brésil et les petits commerces. Et tout simplement, la fonction débit, du moins à ma connaissance, partout où je vais dans la rue, plus personne ne parle de carte de débit, n'est-ce pas? Visa et Mastercard se sentant lésés, ont porté plainte. Et un autre grand oligarque milliardaire qui s'est plaint, c'était Mark Zuckerberg lui-même, parce que WhatsApp Pay n'a pas marché au Brésil, aussi à cause du PIX, n'est-ce pas? Oui, et alors, tu vois Donald Trump commencer à parler du PIX. Ça, c'était une commande des milliardaires pour lui, pour qu'il attaque le PIX.
Je pense que la principale préoccupation, ce sont les impacts économiques qui existent déjà. Il y a eu ce mouvement à la bourse parce qu'immédiatement, cela va augmenter le coût des entreprises, surtout le coût de la conformité, n'est-ce pas? Parce que les États-Unis se sont maintenant donné le droit arbitraire de venir demain et de dire ceci. Eh bien, Will, ton entreprise a vendu quelque chose ou a fait des affaires avec l'entreprise d'une personne qu'on a identifiée ici, qui est liée au Commando Vermelho, au PCC. Donc, nous allons sanctionner ton entreprise. Ton entreprise ne peut plus vendre aux États-Unis. Je peux aller plus loin et dire ceci. En plus, aucune entreprise américaine ne peut vendre à ton entreprise. Aucune entreprise américaine ne peut être fournisseur de ton entreprise. Alors, regarde, les États-Unis se sont donné le droit de briser n'importe quelle entreprise quand ils le veulent. Mais le grand problème du système financier, c'est que les États-Unis, dans le même raisonnement, ont identifié et ont dit ceci. En plus, ce citoyen lié au PCC a fait circuler de l'argent et il a utilisé la plateforme PIX, n'est-ce pas? Et là, il a un compte, je crois, à la banque Itaú. C'était la crainte des grandes banques au Brésil avec la loi Magnitsky, que les États-Unis puissent, en dernier recours, couper l'accès des banques au système SWIFT. Il peut donc aussi dire, regardez, vous serez déconnecté du système SWIFT, à moins que vous arrêtiez d'utiliser le PIX dans votre institution. Donc, les États-Unis ils ont volé le super atout. Pour jouer à ce jeu, ils ont volé le super atout et ils l'ont en main. Donc, ils vont